Bonjour à tous et merci d'être venus dans cette grande salle pour une restitution à mi-parcours d'un projet ANR financé dans le cadre d'un appel à projet Cultiver et protéger autrement qui vise à renforcer l'immunité des plantes en maraîchage et en arboriculture. Et donc au cours de cette présentation, on va faire une présentation à deux voix avec Julie. Donc une première présentation a suivi d'une petite période de questions, si vous avez besoin d'éclaircissement. Et puis ensuite, Julie prendra le relais. Et on est parti pour 1 heure. Voilà, donc ce projet s'appelle Cap Zéro Phyto et il vise à intégrer un certain nombre de leviers, donc comme je l'ai dit, pour stimuler l'immunité des plantes. Donc on voit les 5 leviers ici sur cette image. Et donc, on va travailler sur un levier classique qui est la résistance génétique, mais également sur d'autres leviers liés aux pratiques culturales. Donc, on a en particulier l'application de stimulateurs de défense des plantes, SDP. On a également joué sur des stimulations par voie physique, par l'application de rayonnement de flash d'UVC. Également par la gestion de la fertilisation azotée en pratiquant des diètes azotées ou en modulant également le couvert en introduisant des plantes de service qui vont apporter qui peuvent avoir un effet direct ou indirect sur les bioagresseurs. Donc on le voit, ces différents facteurs vont jouer sur l'immunité de la plante, mais également peuvent avoir des réponses différentes en fonction des conditions environnementales et du microbiote de la plante. Donc on va aussi étudier ces interactions, même si elles ne sont pas au cœur de ce projet. Et on va étudier quelles sont les réponses des plantes face à un certain nombre de bioagresseurs qui sont listés ici, sur la gauche, avec pour objectif ensuite d'intégrer l'ensemble de ces connaissances pour comprendre un peu quels sont les modes d'action de ces différents leviers, donc d'un point de vue scientifique, mais également avec un objectif appliqué qui est d'intégrer ces leviers pour adopter de nouvelles pratiques culturales. Donc, ce travail a été réalisé principalement sur 2 espèces, le pommier en arboriculture et la tomate en maraîchage, avec pour objectif un transfert également sur d'autres espèces qui sont le pêcher, le fraisier et le poivron. Donc, je vais présenter maintenant un petit peu en détail les partenaires de ce projet. Donc ce projet, on le voit ici, a différents partenaires, à la fois dans le grand bassin de production de l'ouest de la France et le sud-est. Et il regroupe des chercheurs ayant tout un panel de compétences disciplinaires qui sont listées ici. Donc on a des spécialistes des différents bioagresseurs, des spécialistes de la physiologie de la plante ou de biologie moléculaire pour aller jusqu'à la compréhension des mécanismes qui sont activés lors de cette activation de l'immunité des plantes. Et puis, on a aussi des compétences au niveau des 2 bassins de production. Donc, on le voit sur les 5 leviers qui sont étudiés ici, donc avec des petits numéros. Donc, on a sur les 2 bassins de production ces compétences en termes de connaissances en termes de résistance génétique, de plantes de service, d'SDP, VC ou gestion de la fertilisation azotée. On a travaillé également en partenariat avec différentes stations expérimentales qui sont représentées sur la carte de droite. On voit notamment le CTIFL, Invenio, l'APREL, également le GRCTA. Et on a aussi bénéficié de toutes les compétences issues du réseau DéfiFerme qui ont permis d'intégrer aussi les leviers et les connaissances lors des essais qui avaient été menés. Donc, par rapport à ce panel, maintenant, je vais décrire un petit peu plus dans le projet ce qu'on a fait en termes de stratégie pour aller vers cette intégration des leviers. Donc, le premier objectif, c'était déjà de tester l'efficacité de chacun des leviers et de voir, en conditions contrôlées, vérifier quel était le mode d'action. Ensuite, l'idée, c'est connaissant les modes d'action, on essaye d'avoir une additivité, voire une synergie entre les modes d'action et donc de voir comment on peut combiner ces leviers pour améliorer leur efficacité avec pour objectif ensuite de transférer ces combinaisons de leviers vers la profession. Et donc ici, on a un résumé un petit peu des bioagresseurs qui ont été étudiés sur pommes avec, on le voit, une diversité de bioagresseurs
Et on a également identifié des leviers qui nous paraissaient efficaces pour lutter contre ces bioagresseurs et stimuler l'immunité des plantes. Donc on le voit selon les cas. Par exemple, pour la génétique, on avait identifié des zones en fait, chromosomiques porteurs de résistance génétique sur pommiers qui ont été mobilisés. On n'avait pas de résistance connue sur les autres bioagresseurs, donc on n'a travaillé que sur ce facteur-là. C'est un peu différent si on s'intéresse à la tomate. On a une plus grande diversité de bioagresseurs qui ont été étudiés. On le voit ici, donc à la fois des champignons, des bactéries, etc., des insectes et même les nématodes au niveau bioagresseurs telluriens. Et puis, on a aussi une complexité des combinaisons qui ont été étudiées de combinaisons de leviers, qui est représentée par ces différentes flèches. Donc, je ne vais pas vous décrire un peu chaque expérimentation, mais l'objectif, c'est de vous présenter la stratégie globale du projet et puis de vous l'illustrer par quelques faits marquants pour que vous compreniez la démarche. On n'est qu'à mi-parcours du projet, donc on est encore à une phase intermédiaire entre... En fait, si on regarde du haut vers le bas, on a 3 niveaux d'études. Un premier niveau d'étude, qui sont les essais qui sont réalisés en conditions contrôlées. Comme on le voit, on va étudier vraiment l'effet individuel de chaque levier et comprendre les mécanismes d'action. Donc, c'est des expérimentations qui sont réalisées en serre avec des inoculations artificielles des bioagresseurs. Une fois qu'on a vérifié que le levier était efficace, on va pouvoir réfléchir à sa combinaison. Et ça, on peut le faire encore en conditions contrôlées, dans un premier temps. Mais après, l'objectif, c'est de pouvoir étudier les combinaisons de leviers dans des essais factoriels. C'est-à-dire qu'on va faire varier chaque facteur et regarder quelle est la réponse en termes de réponse de dégâts sur les plantes. Pour ça, on va, dans un premier temps, travailler avec des inoculations artificielles et dans un deuxième temps, on va réaliser la même chose, c'est-à-dire avoir des combinaisons de leviers, mais dans des essais systèmes, en laissant, dans certains cas, les contaminations naturelles, voir comment la plante, grâce à ces combinaisons de leviers, répond et se défend contre ces bioagresseurs. Dans un premier temps, je vais vous présenter déjà pourquoi on a choisi ces leviers, quels étaient les objectifs et quelles sont les réponses attendues. Donc, si on regarde le levier génétique, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, sur le pommier, on avait déjà connu un certain nombre de marqueurs de résistance vis-à-vis de la tavelure. Ces marqueurs sont issus de 2 parents qui sont représentés ici en haut à gauche, Fiesta et TN10-8, qui comportent en fait des zones sur leurs chromosomes avec des marqueurs de résistance. Et lorsqu'on regarde sur la courbe en dessous, on voit que la sévérité de la maladie ou son incidence, selon les cas, elle diminue en fonction des marqueurs. Donc, c'est les courbes que vous avez avec les petites flèches rouges. On voit qu'en particulier, les plantes qui possèdent le marqueur F11, F17 ont une petite réduction de l'incidence de la tavelure qui est relativement faible, qui est de 30 ou presque 40%. Par contre, quand la plante a un marqueur T1, donc de résistance à la tavelure, on a cette fois-ci une réduction de 80% de l'incidence de la maladie. Et dans les croisements entre donc les 2 parents, on a certains descendants qui possèdent les 2 marqueurs. Dans ce cas, on a une réduction de pratiquement 100%, donc 94% de l'incidence de la maladie. D'où l'intérêt d'avoir identifié ces marqueurs pour améliorer l'efficacité de la protection. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi on a cette protection et d'aller rechercher les mécanismes moléculaires. Donc, c'est des travaux en cours dont je parlerai un tout petit peu après. Concernant la tomate, donc on va rechercher en fait des résistances vis-à-vis de 4 bioagresseurs, donc Botrytis, Oïdium, Mildiou et Tuta absoluta par exemple. Et puis pour cela, on va rechercher dans des espèces apparentées
est-ce qu'on a ou pas des résistances? Donc, avec des inoculations artificielles sur ces espèces, on va regarder quelle est la sévérité des maladies et puis après, étudier plus spécifiquement ces individus résistants. Donc ça, les croisements ensuite entre des espèces apparentées et les espèces cultivées vont générer toute une descendance qui va ou non posséder des marqueurs de résistance. Et après, par analyse, on va pouvoir identifier des zones chromosomiques porteurs de gènes de résistance qui seraient intéressants d'insérer dans les futures variétés. Et aussi de comprendre à quoi sont liées ces résistances pour pouvoir associer au mieux les différents marqueurs de résistance. Alors, un deuxième exemple des leviers qui sont étudiés, c'est le croisement entre SDP, enfin, l'utilisation de stimulateurs de défense des plantes, que ce soit chimiques ou physiques, via des flashs UVC. Donc, pour ça, il y a eu un travail en amont réalisé par les équipes pour définir quelles étaient les molécules susceptibles d'être rapidement mises sur le marché et homologuées pour les plantes qui nous intéressaient, de façon à pouvoir assurer un transfert rapide vers la profession. Et ces différentes molécules, plus celles qui existaient déjà sur le marché, ont été comparées et analysées à la fois sur pommes et sur tomates. Donc, dans tous les cas, ce qu'on a fait, c'est des tests en laboratoire, comme je le disais tout à l'heure, et on regarde, par exemple pour la pomme, on commence par regarder avec l'expression de gènes, est-ce que ces différents SDP permettent de stimuler ou d'améliorer l'expression des gènes de défense. Et puis ensuite, on va regarder, en appliquant le bioagresseur sur la plante, est-ce qu'on voit un effet direct sur le bioagresseur? Donc ça peut être un effet en boîte de pétri, on met le bioagresseur, on regarde l'effet de ce SDP, ou est-ce qu'on a un effet via la plante, sur la plante, via cette augmentation de son immunité. Donc ça a permis de sélectionner un certain nombre d'SDP qui a présenté une efficacité. Et on a fait à peu près le même travail sur tomates, si ce n'est qu'on a un peu inversé l'ordre des différents tests qu'on a réalisés, de façon à avoir identifié des gènes de résistance vis-à-vis des 4 bioagresseurs qui sont présentés sur la droite. Troisième levier qu'on a étudié, c'est la gestion de l'azote. Alors, l'azote, on sait, est indispensable à la plante pour stimuler sa croissance. Et en fait, en général, comme on veut produire, on a tendance à mettre l'azote de façon suffisante. Et donc, la plante, cette fertilisation azotée, va avoir un effet en stimulant, donc on voit la flèche en rouge, son métabolisme primaire. Donc, c'est les sucres, etc., qui vont constituer aussi les parois, la croissance. Et donc, ça va stimuler la croissance de la plante. Par contre, donc, ça se fait sans stimulation du métabolisme secondaire. Et donc, on a moins de capacité de défense, que les métabolismes secondaires sont souvent des composés de défense. Donc, l'idée de jouer sur la fertilisation azotée, c'est par une petite période de diète, donc c'est possible de le faire surtout en hors-sol, hein, là où on maîtrise la fertilisation azotée, on va cette fois-ci légèrement bloquer un tout petit peu la croissance au profit, donc un peu moins de métabolites primaires, un peu plus de métabolites secondaires, un peu plus de métabolites donc impliqués dans la défense, et donc avoir une meilleure expression de l'immunité et des capacités de défense des plantes. Et donc, de la même façon, on va chercher à comprendre à quoi est liée cette amélioration de l'immunité des plantes. Enfin, un autre levier qu'on a utilisé, c'est l'utilisation de plantes de service. Alors, les plantes de service, c'est des plantes qui sont associées à la culture, mais qui n'ont pas vocation à être récoltées. Et donc, elles vont apporter un certain nombre de services. Donc, celui auquel on s'intéresse, c'est la régulation des bioagresseurs. Donc, on a ici représenté en fait différents modes d'action possibles de ces bioagresseurs. Par exemple, sur pommier, vis-à-vis du puceron cendré, on peut avoir des plantes qui vont émettre des composés volatiles. Donc, c'est
l'abréviation COV pour composés organiques volatiles. Et donc, ces plantes peuvent avoir un effet direct sur le bioagresseur, répulsion. Elles peuvent aussi avoir un effet sur ses ennemis naturels en les attirant et en leur proposant de la nourriture. Donc, c'est un petit peu les différents mécanismes qui peuvent nous intéresser pour aider à la régulation du puceron en verger. Si on regarde la tomate, on peut s'intéresser aux bioagresseurs aériens ou racinaires, donc par exemple les alerodes ou les nématodes pour les bioagresseurs telluriques. Et là, on a aussi un peu les mêmes mécanismes de répulsion éventuellement, ou ça peut être aussi des mécanismes physiques de barrière en fait, qui font que la plante de service limite l'accès à la plante de culture. Et puis au niveau des nématodes, on a des mécanismes complémentaires. On peut avoir un effet direct biocide sur ces nématodes liés aux exudats qui vont être sécrétés par les plantes de service. Mais on a également des plantes qui peuvent attirer les nématodes. Par contre, empêcher leur cycle complet, ce qui fait que ce vont devenir des plantes pièges. Donc c'est un peu toutes les plantes qui ont été testées par rapport à afin de découvrir celles qui pouvaient être implantées dans les systèmes de culture pour aider à réguler les bioagresseurs. Et on essaye de comprendre les modes d'action pour éventuellement optimiser le choix et les services rendus. Donc après avoir fait cette présentation un petit peu globale des leviers, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est mettre un peu le focus sur des combinaisons de leviers pour souligner l'intérêt finalement de ces associations. Donc on va tout d'abord, on voit sur cette image qu'on a réalisé un certain nombre de tests de combinaisons. Je vais vous en présenter uniquement 4. Donc certains ont été faits plutôt sur tomates, d'autres sur pommes ou sur les deux. Ce premier exemple, on a une association entre la résistance génétique qu'on a vue tout à l'heure à la tavelure et puis l'application de SDP. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la descendance issue des 2 parents résistants, donc certains qui n'ont aucun marqueur de résistance, c'est ce qui est symbolisé par le premier symbole à gauche. Certains ont juste le marqueur lié au parent T1, d'autres au marqueur F11, F17, et d'autres ont les 3. Et on va comparer quelle est leur réponse lorsqu'on va inoculer l'agent de la tavelure et observer les symptômes donc environ 20 jours plus tard. Donc on a les résultats sur ce graphe qui représente la sévérité de la maladie. Donc en bleu, c'est le témoin en fait qui n'a pas eu d'application de SDP et on voit en fonction des différentes barres l'effet de la résistance génétique. Donc on a une sévérité de la maladie d'un indice 80%, donc qui est très élevé en l'absence de résistance génétique sur ses descendants. Par contre, on voit qu'il atteint pratiquement 100% déjà si on a une combinaison de T1 avec F11, F17. Après, lorsqu'on applique le SDP qui est symbolisé ici en jaune, juste avant l'inoculation, on voit que même sur le témoin qui était très sensible, on arrive à réduire l'incidence, la sévérité de la maladie de presque moitié. Donc c'est très intéressant cette combinaison de leviers. Et puis on a le même phénomène qui diminue encore plus jusqu'à obtenir quasiment des plantes qui ne sont plus sensibles lorsqu'on a couplé les 2 leviers. Alors, je reviendrai tout à l'heure dessus parce que là, c'était des expérimentations sur des petites plantules en labo. Ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce qu'on conserve cela maintenant après en verger. Donc on verra tout à l'heure. Après, donc, on va regarder une autre combinaison de leviers. C'est la combinaison entre des SDP et de l'azote. Donc c'est encore sur pommier et c'est vis-à-vis de la résistance par rapport au feu bactérien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a des jeunes plantes de pommier qui sont fertilisées normalement et puis pendant une quinzaine de jours, on va avoir un lot de pommiers qui reçoit une fertilisation beaucoup plus pauvre en azote. Et ensuite, on va appliquer soit le témoin, donc seulement de l'eau, soit le SDP inoculé,
et regarder une vingtaine de jours après quels sont les symptômes sur la plante. Donc si on regarde déjà le témoin, cette fois-ci, donc on n'avait pas de résistance génétique, hein, on a pratiquement 90% de sévérité de la maladie. Par contre, on voit que la diète azotée seule a diminué de 20%. Donc c'est relativement faible. Le SDP, l'application de SDP, diminué de 32%. Par contre, la combinaison des deux, on atteint quasiment 84% d'amélioration de la protection. Donc c'est vraiment, ça montre l'intérêt de ce couplage, où on a non plus seulement des effets additifs, mais un effet synergique des leviers. Donc c'est compliqué d'utiliser le levier azote, malheureusement. Par contre, il est vraiment très efficace au niveau de cette expression des défenses de la plante. À chaque fois, pardon, j'ai oublié de signaler, c'est les travaux qui ont été faits dans le cadre des thèses qui sont signalées en bas à gauche. Donc là, c'est la thèse de Terence Maubarak. Donc un autre résultat de la thèse d'Awa Sangaré, cette fois-ci sur tomates, où on a couplé 3 leviers. Donc on a le levier génétique, SDP et UVC. Et on voit ici qu'on a appliqué soit une pulvérisation d'eau pour le témoin, soit une pulvérisation de SDP et d'UVC. Et on regarde ensuite quelle est la protection des plantes vis-à-vis de l'agent du milieu. Et on voit, alors en gris, ce sont les témoins, et l'application de SDP, qui est représentée en jaune, va diminuer un peu la sévérité de la maladie. En bas, les génotypes de 1 à 11, ce sont des génotypes de tomates qui ont une sensibilité décroissante. Donc on voit bien que naturellement, il y a déjà un effet génétique qui va permettre à la plante de se défendre plus ou moins. L'application de SDP améliore encore cette capacité de défense. Et puis, le couplage SDP-UVC a encore un effet additif supplémentaire, ce qui permet de diminuer de façon encore plus importante la sévérité de la maladie. Voilà. Donc, quand on voit ces effets additivité, on se pose la question de savoir quels sont les mécanismes derrière. Donc, il y a des recherches pour comprendre ces mécanismes. Mais c'est intéressant, c'est de voir qu'on a ce type de réponse, quel que soit le génotype, plus ou moins important. Un autre exemple concerne cette fois-ci le couplage de différents leviers sur les plantes de service. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on recherchait des plantes qui émettent des composés volatiles qui vont affecter les pucerons, par exemple. Donc là, on a un exemple de travaux qui ont été faits avec du basilic, qu'on voit à gauche, qu'on a fertilisé normalement, ou alors qu'on a mis en diète azotée. Et dans un cas aussi, celui qui était fertilisé normalement, on lui a appliqué un flash UVC. Et on regarde après quelle est l'émission des volatiles au cours du temps ou quelle est l'émission des pontes. Là, on voit 2 pucerons dans un petit dispositif qu'on a au laboratoire. Donc, on voit sur le témoin qu'on a une ponte normalement assez importante, entre 5 et 6 larves pondues par jour. Par contre, quand on applique les traitements, que ce soit le fait d'avoir la présence de volatiles de basilic à proximité, on diminue un peu ces pontes sur pommier. Et le fait ensuite d'avoir eu des basilics qui ont été en diète azotée ou flashée, on diminue encore plus cette fécondité. Donc ça veut dire que le puceron va moins se reproduire. Donc la dynamique d'évolution des colonies, a priori, sera plus réduite dans ces conditions en présence de ces plantes de service qui ont subi soit une diète azotée, soit un traitement UVC. Alors, maintenant, je vous ai montré quelques exemples. On voit qu'on a tout de suite une complexité dans le choix des leviers, même si on n'a que 5, et qu'il faut faire des choix. Et donc, pour raisonner ces choix, on peut se poser un petit peu quelques questions et savoir comment les combiner de la façon la plus rationnelle. Donc, pour cela, l'idéal, c'est de connaître les modes d'action des leviers. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on fait en parallèle des travaux pour suivre l'expression des gènes, etc., et les métabolites qui sont synthétisés par ces plantes. Et l'idée, c'est de coupler finalement des mécanismes complémentaires ou additifs pour aller vers une meilleure défense des plantes. Donc, je vais illustrer ça encore une fois par 4 exemples.
Donc, le premier concerne la combinaison du levier génétique et du levier SDP sur différentes accessions donc, de tomates. Donc, c'est toujours pareil. On a étudié sur une descendance à laquelle on a appliqué un même SDP. Est-ce qu'il y avait des différences dans la réponse de ces plantes vis-à-vis des SDP? Et lorsqu'on inocule avec de l'oïdium. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette descendance, on a des zones chromosomiques différentes, donc possiblement des marqueurs génétiques différents. Et on voit ici qu'on a des zones identifiées où on a la variabilité génétique. Donc ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir des plantes qui vont être plus qui vont répondre de façon plus importante au SDP, donc qui vont être plus résistantes grâce à cette variabilité génétique. On regarde aussi quels sont les métabolites qui sont synthétisés lorsqu'on compare les génotypes de pommiers tout à l'heure, comme je l'ai dit, qui étaient sensibles ou non à la tavelure. Et on voit ici qu'on a notamment identifié des composés qui sont corrélés avec la résistance à la tavelure. Donc on voit sur la droite les marqueurs dont j'ai parlé tout à l'heure, T1 et notamment, avec une augmentation très importante de la quantité de ces triterpènes et qui peuvent être à l'origine de l'acquisition de cette résistance. Donc il y a un travail complémentaire qui est fait ensuite pour valider l'efficacité de ces triterpènes, etc. Et ça peut être des pistes intéressantes pour les introduire dans les nouvelles variétés. Pour introduire donc les zones chromosomiques qui vont produire ces triterpènes. De la même façon, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'association plantes de service, par exemple UVC. On a pu analyser des volatiles dont la synthèse elle est augmentée. Donc on le voit ici sur les barres flashées un petit peu orange et bleu. On a une augmentation de certains volatiles à la suite d'un traitement UVC qui pourrait expliquer l'effet de ces plantes de basilic sur le comportement des pucerons. Donc, voilà. Donc, on va chercher à comprendre ces mécanismes et dans certains cas, on s'aperçoit qu'une même plante, par exemple plante de service, peut avoir différents modes d'action. Donc ici, typiquement, si on prend une plante comme le œillet d'Inde, la tagette, on voit qu'elle peut émettre des composés à la fois aériens et telluriques qui vont être toxiques par rapport aux nématodes, j'en ai parlé tout à l'heure, ou répulsifs, mais qui peuvent aussi, dans certains cas, avoir une action directe sur la plante en stimulant ses défenses. C'est ce qu'on voit en bas à gauche, ou avoir une action en apportant en fait un réseau, en stimulant la construction du réseau mycélien avec la plante de culture. C'est ce qu'on voit en bas à droite. Donc différents modes d'action qui vont concourir à une meilleure résistance de la plante. Et donc on va essayer de bien caractériser quels sont les modes d'action de ces différentes plantes de service pour guider le choix dans les futurs essais. Donc pour l'instant, on a vu beaucoup de travaux qui étaient faits essentiellement à l'échelle du laboratoire. Et donc maintenant, l'intérêt, c'est de voir comment on peut ou pas les transposer à l'échelle des systèmes de culture, dans un premier temps dans nos essais, et puis ensuite, en concertation avec la profession, co-construire des itinéraires techniques pour les étudier et les valider chez les producteurs. Donc là, je vous présente un essai qui a commencé en septembre à l'INRAE et qui vise à tester l'effet d'une combinaison donc, génétique SDP et azote sur tomates et de voir quelle est la résistance induite par ces différents leviers vis-à-vis du mildiou. Et donc, on a représenté ici encore une fois les différentes applications qui sont prévues et on va suivre l'efficacité par rapport à une conduite sans ces différents leviers vis-à-vis du développement du mildiou.
Un deuxième essai est prévu avec d'autres leviers vis-à-vis de l'oïdium. Et puis ensuite, on va recommencer une année supplémentaire. On a également un certain nombre de vergers qui étaient déjà existants chez les partenaires et de nouveaux vergers qui ont été aussi mis en place dans le cadre du projet. Et on a les petits symboles jaunes qu'on voit depuis le début qui montrent, selon les dispositifs, quelles sont les combinaisons qui vont être testées. En particulier, donc, en haut à droite, on a un verger dans lequel on a été implantés les différents niveaux de résistance vis-à-vis de la tavelure dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vais vous présenter maintenant les résultats qui ont été obtenus dans ce verger comparés à ceux qui étaient obtenus en conditions contrôlées, pour voir si ce qu'on fait en conditions contrôlées a un sens et peut être transposé ensuite en conditions de production. Et puis on a tout à l'heure un autre verger en bas, enfin au milieu en bas, pardon, dont Julie parlera, où on va essayer de combiner 5 leviers. Alors, voici sur ce verger, en fait, on a les différents niveaux de résistance à la tavelure qui sont symbolisés par des couleurs. Et en bas, en fait, sur la courbe, on voit 2 variétés sensibles, donc Golden et Gala. Les 2 parents, Fiesta et TN18, qui sont les parents porteurs des résistances. Donc, si on regarde au niveau du pourcentage de feuilles tavelées, on voit que les variétés sensibles, donc en gris, que ce soit Golden ou Gala, on a des niveaux de feuilles tavelées énormes. Par contre, les parents, on a à peu près 5% de feuilles tavelées comparé aux plus de 60% par exemple pour Golden. Et ensuite, en fonction des QTL, on a plus ou moins de niveaux de feuilles tavelées. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces dispositifs, l'application de SDP, donc ici Sorial ou Essentiel, a permis encore de réduire le pourcentage de feuilles tablées. Donc on confirme l'efficacité de cette combinaison entre génétique et SDP sur la protection du pommier vis-à-vis de la tavelure. Voilà, donc j'ai fini la première partie. Je ne sais pas si vous avez des questions, prévoyez éventuellement de répondre un petit peu aux questions avant de passer à la deuxième partie. On vient de la Nouvelle-Calédonie, les chambres d'agriculture et de la pêche de la Nouvelle-Calédonie, et on était très intéressés sur les essais UVC. Et je crois que vous en avez presque pas parlé, sauf pour la tomate avec SDP, génétique et UVC. Mais justement, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe un peu plus, s'il vous plaît ? Oui, alors au niveau des UVC, pour l'instant, on a eu différents prototypes qui ont été proposés soit pour des cultures maraîchères, tomates ou fraisiers, soit pour des cultures en verger. Et en fait, ce qu'on a essayé de voir, c'est dans quelle mesure, déjà dans nos conditions contrôlées, l'application des UVC avait un effet. Donc, on a observé avec un seul flash qu'on avait des effets en termes d'activation des gènes de défense. C'est fait grâce à une puce QPFD, donc on peut voir qu'on active quelque chose. Par contre, la durée d'activation, elle est moins longue. Au bout de 2-3 jours, on perd cette activation, ce qui n'est pas le cas avec les SDP. D'où l'intérêt éventuellement de coupler les choses. Ce qui pourrait être intéressant avec les SDP, les UVC, c'est éventuellement qu'ils puissent remplacer une application de SDP, qu'on les mette en alternance, mais on n'a pas encore trouvé le bon mode opératoire pour optimiser les capacités de défense des plantes. Donc c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé, parce qu'on trouve que les résultats sont pas très concluants. Et quand on les a testés en verger, le problème, c'est qu'on avait des prototypes qui avaient une zone d'application qui ne couvrait pas l'ensemble du feuillage, qui couvrait que le bas de l'arbre, qui n'est pas en général très fourni en feuilles. Et du coup, on a l'impression qu'on n'a pas eu de réponse. Peut-être que Julie pourra en parler, parce qu'elle les a testés aussi sur pêcher. Et on est un petit peu en attente d'un nouveau prototype qui serait plus adapté, par exemple, au niveau de nos vergers, pour permettre de flasher une plus grande surface de feuilles et d'avoir un effet plus important et plus pérenne. Par contre, on a quelques résultats que j'ai montrés sur tomates, où là, on a l'impression d'avoir un intérêt. Donc, je pense qu'il ne faut pas imaginer qu'avec les UVC, c'est magique. Il y a certainement des combinaisons à trouver qu'on n'a pas encore trouvées en arboriculture. Et on peut avoir aussi, si elles sont mal appliquées ou si c'est trop long,
même des brûlures. Donc il peut y avoir des effets délétères. Donc je ne peux pas en parler beaucoup plus parce que je pense que ce n'est pas encore tout à fait au point pour être proposé. Et on aimerait bien améliorer ça aussi pour voir dans quelle mesure c'est vraiment un levier efficace à mobiliser. C'est intéressant par rapport à des IFT. On ne sait pas non plus quel est l'effet sur les ennemis naturels. Parce qu'on peut avoir des effets directs aussi des UVC sur les bioagresseurs, donc c'est plutôt intéressant. Mais il ne faudrait pas non plus que ça pose problème sur les ennemis naturels. Donc je pense qu'il y a encore un peu de recherche pour pouvoir valider leur efficacité en termes de stimulation d'immunité et puis d'utilisation dans des systèmes de culture. Après, on travaille maintenant aussi avec une autre boîte qui propose un autre système de stimulation de l'humidité par de la lumière pulsée, qui comprend aussi des UV. Et il y a peut-être différents modes d'application qui pourraient être prometteurs aussi. Donc, bonjour à tous. Donc, pour cette deuxième partie, je vais aborder la partie transfert vers la profession. Donc, en fait, on a une approche qui est schématisée ici. Donc, notre objectif sur la gauche, c'est de capitaliser en fait sur les différentes connaissances qui sont disponibles sur ces leviers alternatifs aux pesticides, mais aussi sur les leviers alternatifs plus généralement pratiqués par les agriculteurs. Donc, en fait, il y a les expérimentations qui sont faites dans les réseaux défis que Hélène aussi a présenté. Et on a réalisé des enquêtes auprès des producteurs et des conseillers agricoles pour comprendre en fait leurs pratiques de protection avec des leviers alternatifs aux pesticides et de voir dans quelle mesure en fait, les leviers qui sont travaillés dans le projet pouvaient être intégrés dans ces itinéraires techniques existants. Donc, ce qui fait qu'on a toute une base d'expertise sur les leviers alternatifs aux pesticides qui ont été centralisés dans une base de données. Donc, vous voyez qui est encadrée en haut. Donc, je vais un peu plus détailler cette partie. Et en parallèle, on organise aussi des ateliers pour, comme je disais, intégrer ces leviers travaillés dans le projet dans les itinéraires techniques existants et de voir dans quelle mesure c'est compatible ou au contraire, on va peut-être observer des antagonismes entre ce qui est déjà pratiqué et ces nouvelles solutions qui sont proposées. Dans ces ateliers, on aborde aussi donc la co-conception d'essais systèmes dont Hélène a parlé tout à l'heure, donc qui vise en fait dès le début à concevoir avec les principaux utilisateurs finaux de ces leviers, concevoir des essais pour répondre directement aux questions qui se posent. Donc il y a la partie mode d'action qui est plutôt orientée recherche, on va dire, et puis il y a aussi la partie évaluation technique, économique de ces leviers. Quels vont être les impacts en fait, d'utiliser ces nouveaux leviers dans les itinéraires techniques existants. Et donc ensuite, nous avons des travaux en cours donc, sur les encadrés en rouge, donc, qui rejoint un peu ce que je disais sur la partie acceptation économique de ces leviers, donc avec une enquête qui va être faite sur l'acceptabilité de ces nouveaux leviers. Et aussi, donc, comme on a capitalisé beaucoup sur ces connaissances, ça va alimenter aussi un modèle qui va permettre de simuler l'immunité des plantes, donc c'est-à-dire d'arriver à représenter, en fonction des différentes combinaisons de leviers qu'on va pouvoir imaginer, représenter en fait l'immunité des plantes, donc de savoir si on va avoir une immunité qui va être plutôt favorisée ou au contraire défavorisée. Et donc à terme, l'objectif est de proposer des combinaisons de leviers qui soient aussi bien efficaces que acceptables économiquement. Donc, pour la partie base de données, donc, en fait, nous avons réalisé différentes enquêtes auprès de producteurs et de conseillers agricoles sur pommes et sur tomates. Donc, le travail est plus abouti sur pommes. Donc, on a réalisé auprès de 30 arboriculteurs nos enquêtes et aussi auprès de 6 conseillers agricoles dans les 2 principaux bassins de production de la pomme. Donc, vous voyez la carte à gauche, donc surtout la vallée du Rhône et Val-de-Loire. Et donc le travail a été initié sur tomates. Donc pour l'instant, vous voyez, on a enquêté 8 producteurs et 6 conseillers agricoles. Donc là, en fait, je vais surtout me focaliser sur la partie pommes. Donc dans cette base de données, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc déjà une caractérisation de l'exploitation. Donc on a collecté des informations sur la surface agricole, le type de verger, l'orientation économique, le contexte socio-économique, à savoir le nombre de personnes qui travaillaient sur l'exploitation, quel était le circuit de valorisation, et aussi des spécificités des parcelles.
Ensuite, une deuxième grande partie donc, qui visait à caractériser les stratégies de lutte, donc à savoir quels étaient les principaux bioagresseurs qui étaient rencontrés par ces agriculteurs, quels étaient les impacts donc de ces bioagresseurs, et aussi donc, de décrire en fait les stratégies de lutte qui étaient déjà mises en place sur le terrain. Et dans une troisième partie, donc, d'identifier leur perception en fait, de l'efficacité de ces leviers. Donc déjà de comprendre, de voir en fait si ces leviers alternatifs aux pesticides étaient jugés efficaces, et aussi quels étaient les désavantages liés à l'utilisation de ces leviers, quelles étaient les motivations principales, de savoir aussi si ces leviers étaient utilisés en prévention ou plutôt de façon curative. Et donc aussi d'avoir de comprendre pourquoi est-ce que certains leviers n'étaient pas utilisés. Donc pour alimenter cette base, on a aussi fait un travail de catégorisation, parce que vous savez qu'on a énormément de leviers possibles pour protéger les cultures. Donc pour essayer en fait de démêler un petit peu l'ensemble et de faire des grandes catégories de leviers, pour essayer de voir un peu quelle était la stratégie en fait derrière l'utilisation de certains leviers, on a fait un travail de catégorisation. Donc vous voyez en fait dans chaque carré gris, donc on a une stratégie. Donc par exemple, on a la lutte par application de produits de synthèse, la lutte par application de produits naturels, la lutte par utilisation de médiateurs chimiques, etc. Donc voilà, on a fait 8 catégories. Et donc on a nos leviers étudiés dans le projet qui sont classés dans ces catégories. Donc on a certains leviers qui vont être vraiment spécifiques. Donc par exemple la résistance génétique, donc le carré en bas à droite, l'avant-dernier, donc qui est vraiment sur la catégorie contrôle génétique par le choix du matériel végétal. Mais on va avoir par exemple les UVC qui vont être entre deux catégories, donc lutte par application de produits, donc en tout cas l'application de quelque chose, et aussi la lutte physique, donc par l'application d'un procédé lumineux. Donc en fait notre base de données, c'est un fichier Excel. Donc pour s'y retrouver en fait, donc on a un petit peu fait des grandes catégories. Donc on a les enquêtés, on a gardé des verbatim, donc c'est-à-dire vraiment ce qui a été dit. Donc les enquêtes ont été retranscrites. Donc on a vraiment gardé exactement ce que les agriculteurs ont dit pour pouvoir avoir une trace. Et ensuite on a traduit ça en catégories pour pouvoir faire une analyse un peu plus quantitative. Donc ensuite on a décrit les leviers et donc la catégorisation que je viens de vous montrer. Le nom commercial des produits, la matière active et la concentration, la cible, l'efficacité perçue et la motivation à utiliser ce levier. Donc ensuite, on a différents onglets pour lister en fait donc les différents leviers, les avantages, désavantages. Donc tout ça en fait, c'est vraiment pour essayer d'homogénéiser la base, pour pouvoir, voilà, comme je vous disais, faire une analyse quantitative. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de cette base de données ? Donc déjà, on a fait une analyse textuelle avec un logiciel qui s'appelle Iramutech. Donc on a essayé en fait de trouver des correspondances entre différents mots et donc de faire des classes. Donc bon, désolé, c'est peut-être un peu difficile à lire, mais en fait ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a déjà 7 classes qui ont été identifiées dans notre base de données. Et donc on a une classe donc en rouge qui concerne plutôt la protection vis-à-vis de la tavelure. On a une classe qui concerne la conduite culturale et les infrastructures agroécologiques, une classe qui concerne le choix variétal, une autre sur la vente, une 5e sur la gestion vis-à-vis des pucerons, une 6e sur le carpocaps et une dernière sur la gestion du sol et l'enherbement. Donc ces classes sont plus ou moins représentées. Donc ce qu'on a vu en fait, c'est que dans ces enquêtes, ce qui est beaucoup ressorti, c'était la conduite culturelle et l'utilisation d'infrastructures agroécologiques. La gestion du sol et l'enherbement, et aussi le choix variétal. Donc ensuite, pour chaque grande classe, on voit en fait quels sont les termes qui ressortent le plus souvent. Donc par exemple, pour le choix variétal, donc tout à gauche, donc on a la variété. On a vu que Gala et Golden étaient des variétés qui étaient très souvent citées par les agriculteurs. Donc pour tout ce qui est conduite et infrastructure agroécologique, donc la classe en grise, on voit que voilà, on a beaucoup de citations relatives aux haies, aux arbres, à la plantation, aux nichoirs. Ensuite, une autre approche consistait à identifier en fait les avantages associés à ces différents leviers alternatifs. Donc en fait, on les a classés en 4 catégories. Donc sur les 150 citations, donc sachant qu'un agriculteur pouvait citer plusieurs avantages,
Donc on a un grand groupe qui concerne les services écosystémiques, donc beaucoup de leviers qui étaient associés au fait de favoriser les auxiliaires, améliorer la qualité du sol et aussi protéger contre les facteurs abiotiques. Une autre catégorie donc, relative à la diminution des impacts environnementaux et en particulier diminution des traitements chimiques et aussi du fait qu'ils n'avaient pas d'impact sur les auxiliaires. Une partie sur le travail, donc certains leviers qui étaient estimés comme faciliter le travail, le gain de temps et aussi de fournir un cadre de travail agréable. Et ensuite, une dernière catégorie économique, donc certains leviers permettaient de diversifier la production, représenter un faible coût et une attractivité pour les consommateurs. Donc on a ensuite positionné nos différents leviers de Cap Zéro Phyto sur ce schéma. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est que pour le levier plante de service, en fait, il est représenté dans les 4 catégories d'avantages. Déjà parce qu'il favorise les auxiliaires, il va permettre de diminuer les traitements, il présente une perspective de diversification et aussi il présente un cadre de travail agréable. Pour la génétique, il est retrouvé surtout sur la partie travail et la partie diminution des impacts environnementaux. Et en fait, pour les autres leviers, on les a surtout retrouvés sur la partie diminution des traitements, donc qui se substituent à des produits chimiques. On a fait le même travail avec les désavantages. Donc là, pareil, en fait, sur ce qui concerne l'économie, donc des leviers qui étaient identifiés comme coûteux ou qui pouvaient représenter un risque parce que jugés pas assez efficaces. Qui pouvaient avoir des impacts agronomiques, donc soit en fait d'être antagoniste avec la maîtrise d'autres ravageurs, donc on essaie de contrôler un ravageur et finalement on en favorise un autre, qui pouvaient représenter aussi des exigences de conduite, donc qui sont trop compliquées à mettre en place ou qui sont incompatibles avec ce qui existe déjà et qui peuvent aussi impacter la culture. Pour le travail, donc on a identifié le besoin d'outils adaptés, le fait que par contre certains leviers pouvaient représenter un temps de travail supplémentaire ou une main-d'œuvre supplémentaire, et aussi que pour les impacts environnementaux qui pouvaient impacter les auxiliaires. Donc, si on positionne nos leviers Cap Zéro Phyto, donc on voit que les plantes de service sont dans 3 catégories, donc économie, travail et impact agronomique. Déjà parce qu'elles représentent un coût, parce qu'il faut acheter les plants, il faut les mettre en place, donc ce qui est en lien avec le travail. Et aussi que voilà, en termes agronomiques, ça exige d'avoir une certaine compétence parce que voilà, un agriculteur qui a l'habitude de cultiver des pommes se retrouve aussi à devoir gérer par exemple de la menthe poivrée ou du lavandin, c'est quand même une autre stratégie. Pour l'azote, donc beaucoup de retours sur le risque en fait de réduire en fait les doses d'azote donc qui peuvent impacter la production. Le fait d'avoir besoin d'outils adaptés aussi, puisque voilà, comme l'a dit Hélène, la maîtrise de la fertilisation est quand même pas évidente, donc ça nécessite aussi d'avoir des outils adaptés, des outils de pilotage notamment. Et donc ensuite pour les UVC, donc le fait que ça représente un investissement, puisqu'il faut acheter une machine, que c'est assez risqué aussi à mettre en place, parce que comme l'a dit Hélène, pour l'instant c'est perçu comme peu efficace, et aussi qu'il pouvait impacter les auxiliaires. Et ensuite, les leviers SDP et génétiques sont surtout identifiés sur les impacts agronomiques, donc à savoir voilà, qu'il faut avoir une nouvelle façon de réfléchir les choses. Donc ça nécessite de repenser un peu l'itinéraire technique, en particulier pour les SDP, en fait, de savoir à quel moment on va appliquer ces produits. Ensuite, on a aussi fait une analyse de combinaison, donc de savoir, ok, bon, par exemple, on a le levier plante de service, avec quel autre levier est-il utilisé? Donc, pour l'instant, on l'a fait que sur la partie plante de service, donc le travail va aussi viser à faire le même travail avec les autres leviers. Donc, on a distingué les agriculteurs qui étaient en agriculture biologique et les agriculteurs qui étaient en production fruitière intégrée. Donc à gauche, pour l'agriculture biologique, on a vu que tous ceux qui utilisaient les plantes de service utilisaient aussi des huiles, donc en particulier l'huile de Nîmes et les huiles de paraffine ou d'autres extraits végétaux. Donc on voit vraiment que les plantes de service ont vraiment une vocation à maîtriser les pucerons, et donc on a ces leviers alternatifs aussi contre les pucerons qui sont présentés.
Et aussi, on a une partie donc, sur le radar en bas à gauche qui est liée avec la gestion de l'enherbement, donc de réduire la tonte, de maintenir un enherbement permanent, et aussi donc la mention de bandes fleuries, parce que les plantes de service aussi sont aussi associées à la pratique d'utilisation des bandes fleuries. Donc après, on a la partie tolérance variétale qu'on n'arrive pas trop à expliquer, qui ressort souvent, mais on pense que c'est plutôt que la tolérance variétale, c'est la base en fait du raisonnement de la stratégie. Donc en fait, on pense qu'il va être représenté systématiquement. En production fruitière intégrée, on voit surtout que en fait, les plantes de service sont plutôt utilisées comme bande fleurie, donc qui est associée avec une réduction de la tonte, et aussi donc quelques huiles qui sont utilisées pour maîtriser le puceron, mais donc qui sont présentes en moins forte proportion. Donc ce que j'ai pas précisé, c'est que donc c'est le nombre de citations en fait. Donc plus la valeur est importante et plus le levier a été cité. Donc je poursuis en fait pour illustrer un peu les différents travaux. Donc sur la partie atelier, donc je vous disais qu'on a des ateliers pour intégrer ces leviers Cap Zéro Phyto dans les itinéraires techniques existants. Donc là, on a fait un travail sur les plantes de service, puisque c'est celui qui était le plus utilisé jusqu'à présent, donc sur lequel on avait le plus de résultats qui pouvaient être transférés aux agriculteurs. Donc, ce qui est ressorti de ces ateliers de travail, c'est qu'on a produit en fait un tableau qui permettait de décider des suivis à faire en expérimentation. Parce qu'en fait, il est ressorti des réunions que chacun faisait un peu ses suivis et qu'en fait, il manquait un peu d'expertise pour savoir qu'est-ce qu'on suit, comment on le suit, combien de fois on doit passer dans les parcelles, quel type de suivi on doit faire. Et aussi donc en complément des protocoles de suivi qui permettent de décrire en fait en fonction des objectifs liés à l'expérimentation, quel suivi on va choisir de mettre en place en fonction du temps disponible, des moyens. Et donc là, la suite, donc c'est de combiner ce levier plante de service avec les autres leviers du projet. Donc on a un atelier là qui va être organisé en novembre, qui va viser à identifier les difficultés organisationnelles et économiques associées aux combinaisons de leviers. Donc de savoir quelle combinaison on va privilégier avec les plantes de service. Est-ce qu'on va pouvoir tout combiner ou au contraire on va pouvoir combiner que certains leviers? Et aussi quels critères d'évaluation de ces combinaisons, donc surtout en termes organisationnels et économiques, voilà, sur quels critères on va vraiment mettre l'accent pour évaluer si ces leviers avec les plantes de service sont efficaces, si ces combinaisons plantes de service et autres leviers sont vraiment efficaces. Un même travail a été fait sur la tomate. Donc là, on n'a pas abordé levier par levier, mais plutôt par bioagresseur. Donc sur le tableau, vous voyez par ligne, en fait, on a différents bioagresseurs qui ont été mentionnés. Donc là, je vous montre pour les champignons. Et ensuite, donc, on a listé les 5 leviers Cap Zéro Phyto et on a identifié ensemble quels étaient les leviers qui pouvaient être potentiellement utilisés, qui étaient déjà utilisés, ou si on voyait directement des freins. Donc, par exemple, pour l'oïdium, vous voyez que pour le levier UVC, on a déjà identifié que ça allait représenter une limite et que c'est pas sur ce levier qu'on allait pouvoir capitaliser. Et donc ensuite, on a identifié quels étaient les autres leviers qui étaient mis en place contre ces bioagresseurs. Et donc là, notre travail va viser aussi à voir quelles sont les synergies ou les antagonismes justement entre ce qui est déjà pratiqué et nos fameux leviers Cap Zéro Phyto. Donc tout ce travail-là est aussi à nuancer en fonction des bassins de production, donc, parce qu'on a vu qu'il y avait différentes zones, donc pas du tout les mêmes bioagresseurs, pas du tout les mêmes contraintes de production. Donc on va aussi avoir un travail à faire de savoir dans quelles conditions certains leviers ou combinaisons de leviers vont pouvoir marcher. Sur la partie co-conception d'essais systèmes, donc Hélène en a parlé rapidement. Donc à Avignon, on a eu un travail de conception justement d'un nouveau verger pour tester nos combinaisons de leviers. Donc je le présente ici. Donc il y a 2 variétés de pommiers qui sont représentées en vert foncé et vert clair, et une variété de pêcher en orange. Et l'originalité de ce dispositif, déjà, c'est qu'en fait, par rang, on peut moduler les doses d'azote. Donc, ça va nous permettre en fait de tester différentes modalités d'apport de la fertilisation azotée. Et aussi, les arbres sont conduits en biaxe. Donc, il y a une photo là chez un producteur qui avait été prise pour vous donner une idée en fait de ce que ça va donner une fois que les arbres seront adultes. Donc, en fait, ce sont des arbres qui sont très plats et qui sont conduits en haie fruitière.
Donc l'intérêt, c'est déjà qu'en fait, on a une lumière plus diffuse. Donc si on veut mettre en place des plantes de service au pied des arbres, on a moins l'effet d'ombrage. Et aussi pour l'application de SDP, si on veut appliquer des engrais foliaires, en fait, l'application sera plus facile parce qu'en fait, on aura un feuillage qui sera plus étalé, donc potentiellement une meilleure efficacité d'application. Donc des essais sont planifiés. Hélène en a parlé un petit peu. Donc il y a pour l'instant sur ce verger des premiers essais qui ont été menés sur les plantes de service, donc pour identifier quelles sont les plantes de service les plus intéressantes. Et ensuite, en 2026-2027, l'objectif est de combiner progressivement ce levier plante de service avec d'autres. Donc d'avoir une modalité en combinaison avec des doses d'azote, mais aussi après intégrer les flashs UVC, les SDP. Donc après, tout l'objectif, c'est de savoir quels vont être, d'identifier les modes d'action et de comprendre pourquoi est-ce que ça va être efficace ou pas efficace. D'où l'intérêt de combiner progressivement pour essayer de bien comprendre ce qui se passe dans notre verger. Une autre démarche aussi donc à Angers, où donc un deuxième verger système est en cours de conception. Et donc la démarche a été illustrée sous forme de BD, donc on a amené quelques exemplaires si vous voulez consulter après la présentation. Et donc là, ce verger sera planté en 2025. En perspective, donc sur la base de données, en fait, donc comme je vous ai montré, en fait, on a quand même encore du travail sur identifier quelles combinaisons de leviers vont fonctionner ou sont déjà mises en pratique chez les producteurs, de mieux comprendre l'efficacité de certains leviers et surtout, comme je disais, les conditions d'utilisation, donc de savoir si certains leviers vont plutôt être utilisés en agriculture bio, dans le sud-est, en vente directe, etc. Donc de comprendre un peu tout ça. Sur les ateliers, je vous ai montré sur pommes, on a commencé avec les plantes de service. Donc là, l'objectif, c'est de continuer avec les autres leviers et d'initier aussi des essais système tomates à partir de l'année prochaine. Sur la partie conception d'essais système, donc je disais donc le verger à Angers qui va être planté l'hiver prochain, et donc les essais système chez les producteurs. Je vous ai parlé en tout début d'intervention donc de la modélisation du système de culture qui intègre l'immunité sur le pommier, donc une thèse qui commence en novembre 2024, donc pour pouvoir capitaliser toutes les connaissances qui sont déjà disponibles dans le projet. Et ensuite l'enquête nationale qui va démarrer l'année prochaine aussi. On tenait à remercier les partenaires et les participants aux ateliers, aux enquêtes, et merci à vous aussi pour votre attention, et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci.